Bonjour à tous et bienvenue pour la restitution de cette première enquête du baromètre Expat Communication 2025 sur le sujet de la scolarité internationale. Ce que recherchent, mais aussi ce que trouvent les parents qui scolarisent leurs enfants dans des systèmes internationaux, que ce soit parce qu'ils habitent à l'étranger, donc même à l'école locale, ou à l'école française à l'étranger, ou à l'école internationale, mais aussi les parents qui, en France, ont choisi l'école internationale, qu'ils soient expatriés ou français. Donc vous voyez, c'est une nouvelle formule du baromètre Expat Communication, avec des sujets plus focus, qui permettent des analyses plus approfondies, et avec une cible donc qu'on va pouvoir se permettre plus large, puisque là on ne va pas interroger seulement les parents expatriés, on va interroger les parents expatriés et ceux qui ne sont pas expatriés mais qui ont choisi l'école internationale. Et ça va permettre des comparaisons absolument passionnantes et des étalonnages aussi qui seront très utiles. Une enquête qui fera date parce qu'elle permet beaucoup de croisements et je pense qu'elle donnera envie d'aller encore plus loin dans les années à venir, qui est possible grâce au partenariat exclusif que nous avons eu avec l'Hermitage Education Group, un groupe d'écoles internationales en France et dans le monde, et qu'on remercie pour leur soutien parce que c'est eux qui ont permis qu'on puisse réaliser cette enquête qui concerne donc tous les parents qui ont des enfants dans des écoles internationales, en France ou dans le monde, et enfin, éducation internationale qui peut être dans des systèmes français, dans des systèmes internationaux autres que français, ou dans l'école locale à la française, ce qui est aussi une autre façon de scolariser de scolariser ses enfants de façon internationale. Donc vous voyez la richesse de cette enquête, et pour en parler, j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Albine Henriot. Albine, bonjour. Bonjour. Albine, tu es la directrice de l'Expat Lab d'Expat Communication. Donc c'est à toi et à ton équipe qu'on doit toutes les datas qu'on va voir aujourd'hui. Et puis pour analyser, parce que c'est toujours bon d'avoir un regard terrain pour comparer ces chiffres qui viennent du monde entier, d'avoir l'éclairage d'éducateurs, on a la joie d'accueillir l'équipe de l'Hermitage Education Group avec Jim Doherty, qui est son président. Bonjour Alex, bonjour à tous. Bonjour Jim, ravi de t'accueillir ici. Et Marta Esinski, Marta qui est Head of International IB School de l'Hermitage, qui est en tout cas de l'école de Paris. Exactement, bonjour tout le monde. Et donc Marta, vous verrez, qui est une experte internationale des systèmes internationaux. Donc ça va être précieux pour nous. Avant de commencer, remerciements encore donc, à l'Hermitage qui nous a permis de faire cette enquête. Jim, pourquoi est-ce que l'Hermitage a décidé d'être partenaire de cette enquête ? En tant qu'éducateur, on appréciait beaucoup le rôle de l'éducation en expatriation, et on voulait vraiment comprendre comment on peut mieux aider les familles en expatriation, ou plutôt leurs enfants, de trouver le meilleur système, la meilleure école pour les enfants. Si je rappelle bien le baromètre que vous avez fait l'année dernière, il y avait une question: qu'est-ce que c'est les enjeux les plus importants en termes de planning pour l'expatriation? Et éducation, c'était presque toujours un facteur le plus important, si ce n'est pas le plus important. Je suis expat moi-même, et il n'y a aucun doute que pour moi et ma famille, l'éducation, c'était une question plus importante que toutes les autres choses. Et on le voit, que ce soit d'ailleurs quand on part à l'étranger ou quand on revient dans son pays, la priorité des parents, inscrire son enfant à l'école, et une fois qu'on a trouvé l'école, organiser, c'est là que tout s'organise, toute la vie de la famille, l'appartement, le reste suit. On va, sans plus attendre, plonger dans les résultats de cette enquête. Albine, déjà, est-ce que tu nous dirais un mot sur la méthodologie ? Parce qu'on voit qu'elle a changé. Oui, tout à fait. On a mené cette enquête au mois de février, pendant 3 semaines. On a envoyé donc cette enquête tout d'abord à notre base de données d'Expat Communication.
On l'a bien sûr envoyé à toutes les familles de l'Hermitage Group, qui représentent un pourcentage important des réponses. Et on l'a envoyé, nos collaborateurs et membres du board l'ont également envoyé, dont la CFE qui l'a envoyé à tous ses membres à l'étranger. Voilà. Et on a aussi, grâce à nos diffuseurs comme RFI, Dubaï Madame, French Morning et également l'école des petits expats, réussi à les envoyer à leur audience un petit peu partout dans le monde. Donc on a eu un taux de réponse assez important, avec pratiquement 1800 réponses au total, dont 23% des familles de l'Hermitage Group. Et comme vous le verrez aussi, on a pu analyser un certain nombre de verbatims, pratiquement 2000, ce qui est quand même assez important, surtout dans une enquête comme celle-ci. Et bravo pour ce travail approfondi et passionnant. J'en profite aussi pour remercier vous tous qui avez répondu à l'enquête. Presque 2000 réponses, vous voyez, c'est 2000 parents qui ont pris le temps de nous partager leur quotidien, leurs attentes, leurs besoins, leurs frustrations parfois aussi. Je leur rends hommage et le but c'est de diffuser au maximum ces résultats pour donner un maximum d'utilité au travail que vous avez fait. Merci à vous. Alors, méthodologie, donc on voit une enquête très diverse dans beaucoup de pays avec des personnalités, enfin des personas très différents. Donc une grande complexité de cette enquête, mais qui a été traitée de main de maître par l'équipe, vous allez le voir. Premier élément, et ça c'est le classique pour les habitués, on commence toujours par ça dans le baromètre. Albine, c'est la question du moment. Comment vont les expats? Que peux-tu nous dire de leur morale? Oui, en effet, Alix, comme à notre habitude lors de nos sondages chez Expat Communication, on fait toujours un petit sondage sur leur morale. Donc là, on leur a demandé d'évaluer leur morale. Donc, dans un premier temps, on l'a fait par persona. Donc là, vous voyez que ceux qui ont le moral le plus haut, ce sont les salariés détachés, suivis de près des conjoints accompagnateurs, quand même avec un 71 sur 100, qui est quand même important. Et on note que ceux qui ont le plus bas, c'est les aventuriers, mais c'est un petit peu normal, c'est toujours un peu plus compliqué pour eux. Et là aussi, pour les retraités, faut noter quand même que là, on touche les retraités qui ont des enfants, donc a priori, c'est un petit peu plus compliqué pour eux. Voilà. Et on vous a fait un petit zoom aussi par région du monde. Donc vous verrez que, comme vous voyez, le moral le plus élevé se trouve pour les expatriés en Amérique du Sud, suivi de la France, parce que comme on a sondé les expatriés en France également. Puis l'Europe et on termine par l'Afrique qui a quand même un plus petit moral avec 68 sur 100. Une grande nouveauté, cette chute du moral en Amérique du Nord, qui est clairement liée à l'agitation, à l'incertitude qui règne aux États-Unis et qu'on va continuer de mesurer avec les enquêtes à venir. On va passer rapidement sur le moral. Vous trouverez davantage d'informations, si vous le souhaitez, sur le site d'Expat Communication à partir de demain. Et on va creuser, vraiment rentrer dans ce sujet de ce que recherchent et trouvent les parents qui élèvent leurs enfants dans un système international. La première partie de l'enquête, Albine, s'intéressait au choix du système. Avant de penser au choix d'école, souvent les parents commencent par se dire en fait, ce que je veux, c'est un système français ou le système local ou le système international. Quels sont leurs critères pour effectuer ce choix ? Voilà, donc comme vous le voyez sur cette diapositive, on vous a fait un petit palmarès des critères de choix du système. Donc, cette question a été posée à l'ensemble du panel, bien sûr. Donc, les familles de l'Hermitage, comme tous les expatriés à qui on a posé la question, pardon. Donc, le premier critère de choix, c'est la réputation académique.
Voilà, suivi de près par la proximité géographique, c'est un élément important de choix. Et en 3e position, nous avons le coût de la scolarité. Voilà, donc c'est vraiment les top 3 des critères de choix du système que l'on retrouve pour les différents pays et pour les différents personas. Alors c'est toujours difficile de se faire une idée générale parce qu'évidemment il y a une énorme complexité selon le statut, selon si on est expat ou pas, si jamais on est là depuis longtemps ou pas, si on compte rester ou pas, et évidemment selon là où on habite. Est-ce qu'il y a une école française, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce qu'il y a une école internationale près ou pas? Et on remarque des disparités très importantes selon les régions du monde où on habite, ce qui fait que souvent les gens nous disent « Ah oui, mais ces résultats nous semblent bizarres », mais c'est parce que selon là où on habite, les comportements des expatriés ne sont pas du tout les mêmes. Est-ce que tu peux nous Oui, voilà, tout à fait. Donc, comme vous le voyez sur ce 2e graphique, à votre droite, le choix du système selon la région du monde. Donc, voilà, on a pris la France parce que, justement, pour l'étude par rapport à l'Ermitage, c'était important. Mais après, on vous l'a réparti par région. Donc, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Amérique du Sud. Et là, vous voyez un petit peu les répartitions sont assez différentes. Donc, en France, c'est moitié-moitié entre le système français et le système international. Bien sûr, on n'a pas pris en compte le système local. Mais vous voyez, par exemple, qu'en Afrique, c'est vraiment le système français qui est mis en avant, qui est le plus choisi. Par contre, en Amérique du Nord, ça va être le système local qui va être plus choisi. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir toutes ces disparités qui ont bien sûr une excusez-moi, une raison, voilà, tout simplement. En tout cas, des écarts très marqués et qui s'expliquent largement pour ceux qui ont vécu dans ces zones. Enfin, on voit que le système français est, en général, en moyenne, le système le plus choisi par les expatriés français. Qu'est-ce qui explique ce choix dans la plupart des cas? Eh bien, il est choisi surtout pour sa langue d'enseignement. Donc là, c'est vrai qu'on touche une majorité d'expatriés français, donc pour la langue d'enseignement, pour ses qualités académiques, ça c'est vraiment très important pour notre panel, pour sa préparation aux études supérieures aussi à 19%, c'est ce qui est ressorti, et ensuite on a aussi pour sa portabilité de l'enseignement, au cas où on rentre en France, ça permet de pouvoir suivre, et puis parce que il y a une réponse car c'est le système que je préfère, voilà. Après c'est des choix personnels, mais qui ressort souvent. Et pour terminer, pour son intégration à la culture locale, voilà. Donc ça c'est plus particulièrement pour le système français. Et si on va faire un tour du côté du terrain avec l'Ermitage, Jim et Martha, est-ce que c'est des résultats qui correspondent à ce que vous observez dans le comportement des parents qui choisissent l'Ermitage? Oui, exactement. C'est plutôt une question de choix. Chaque cas, c'est différent. Souvent, ça dépend de l'école qu'il vient dans le monde. S'il étudie dans une école internationale ou ailleurs, en Afrique ou en Singapour, et la langue d'apprentissage c'est anglais, le système c'est IB, souvent il veut continuer avec le même système en France. C'était intéressant de voir en Afrique, c'était le pays qui le plupart ils suivaient le système français, parce que bien sûr vous avez les lycées partout dans le monde et spécialement en Afrique. Alors s'ils ont étudié dans un lycée français en Angleterre ou en Afrique, il revient en France et bien sûr il veut continuer de faire. Alors chaque cas c'est différent et nous on conseille la famille qu'est-ce que c'est le meilleur système pour vos enfants. Soit peut-être c'est IB, peut-être c'est le système français. Oui, puisque on ne l'a pas dit, la spécificité de l'Ermitage, c'est que vous avez à la fois des établissements, et même au sein de mêmes établissements, des filières
IB, c'est-à-dire bac international, ou des filières en bac français. Oui, exactement. Alors, je pense qu'on est presque unique en France d'avoir une école primaire, collège, lycée français dans le même endroit d'une école IB. Alors les parents, ils ont vraiment le choix, et souvent on a des familles, la même famille, qui a les enfants dans 2 écoles en même temps. Peut-être il y a l'enfant plus jeune qui est à l'école IB, en anglais, et une école plus âgée qui est dans le collège ou le lycée. Et c'est vraiment une question de où elle était avant. Alors il choisit la meilleure solution pour eux quand il revient en France. Oui, et donc c'est des parcours, parce que c'est très difficile cette question pour les parents de continuité du système. Est-ce que j'ai commencé dans un système anglais et donc je poursuis jusqu'au bout? Qu'est-ce que ça peut faire si jamais on change un enfant en cours de système? Quels sont les meilleurs âges pour le faire? Qu'est-ce que vous voyez comme critères les plus importants pour ça? Je ne sais pas si Martha peut-être... Oui, vas-y Martha. En fait, oui, c'est intéressant parce que quelque part, on voit que dans tous les systèmes, les critères sont un peu les mêmes. C'est-à-dire la langue d'enseignement, la qualité académique, ça reste vraiment la priorité. Après, au niveau de, en fait, quand il faut changer et les choix que les familles font, en fait, ça dépend aussi du parcours et le passé, comme Jim le disait, mais aussi l'avenir. Est-ce qu'ils vont rester en France? Est-ce que leur but final, c'est d'aller à l'université, peut-être en Angleterre, aux États-Unis? Et donc, quelque part, c'est trouver la formule. Effectivement, s'il a le choix, ça facilite, mais de ce qui va être mieux pour chaque enfant. Et en termes de l'âge, il y a les périodes, enfin l'échange de primaire au collège, l'échange de collège au lycée. Normalement, c'est le meilleur point de changer s'il veut changer. Et nous, on trouve souvent, on a des étudiants qui vont à notre école primaire bilingue. Il entre le collège et après 2-3 ans, il décide qu'enfin il veut changer de faire le curriculum IB. Et enfin, on a l'autre sens aussi. On a les enfants ils ont passé tout le temps dans l'école, beaucoup de temps dans l'école IB. Et après, ils décident qu'enfin, il veut poursuivre le cursus français. Et ça, c'est des chiffres qu'on n'a pas mesurés cette année, mais qui seront intéressants, je pense, à voir dans la durée. C'est d'étudier ces trajectoires pour aider les futurs parents à se repérer. Oui. Parce que c'est des décisions qui sont toujours très difficiles pour les parents. Et en fait, on voit qu'il y a énormément de fluidité. Et comme vous le dites, des changements dans les 2 sens, de l'international vers le français, du français vers l'international, et même, et ça je trouve ça hyper intéressant ce que vous disiez, des choix différents pour différents enfants d'une fratrie. Voilà. Donc ça ne dépend pas que du parcours de la famille et de ses objectifs, mais vraiment de la personnalité et des moyens de chaque enfant. Voilà. Je vais donner le petit exemple, on a des jumeaux, et en fait la fille, elle est au collège dans le système français, ça marche très bien pour sa personnalité, et le frère, donc exactement le même âge, arrivé en France en même temps. Lui, il est chez nous dans le IB School, il fait le programme MYP et ça marche aussi très bien pour sa personnalité, pour là où il en est. Donc voilà. Je ne sais pas si ça aide beaucoup les parents. Trop de choix. Si, je pense que peut-être aussi c'est leur dire, écoutez, finalement, n'hésitez pas à changer. Et 2, chaque enfant va trouver... Enfin, il n'y a pas de bon système. On peut bouger, il peut y avoir des évolutions, on peut se planter dans un système et repartir dans un autre. Et quelque part, en tant qu'expatrié, et dans des systèmes où l'adaptabilité est très importante, on voit peut-être dans nos communautés une meilleure habilité de s'adapter. Et donc, c'est plus facile que peut-être quelqu'un qui était d'abord dans un système traditionnel. Et je pense que cette année, c'est plus que l'année dernière. On a vu une augmentation de enfants qui changent. Cette année, on a une dizaine de transferts de notre lycée au IB. Et enfin, on a les autres enfants ils ont changé dans l'autre direction. Et on a vu une augmentation cette année, je pense. Et on voit, en tout cas, on ne va pas présenter tout le détail des résultats, sinon vous n'en pourriez plus des chiffres, mais ces fameux podiums là, de savoir pourquoi est-ce qu'on choisit chaque système, évidemment, n'est pas le même en fonction du système.
On va pas dans le système français pour les mêmes raisons qu'on va à l'école locale, évidemment. Et ce n'est pas le même non plus en fonction du profil des parents et de leur parcours de vie. Et ça, si jamais il y a des spécialistes qui veulent aller plus loin, qui n'hésitent pas à nous contacter. On va replonger dans l'enquête. Là, on a vu sommairement comment est-ce qu'on choisit le système, mais après, il faut choisir l'école, l'établissement. Et ça, quels sont les critères des parents, Albine ? Eh bien, comme vous le voyez, les aspects qui ont vraiment convaincu les parents qu'on a interrogés sur l'établissement à choisir, donc encore une fois, on parle du panel global, c'est d'abord l'approche internationale. Ça, c'est vraiment très important, avec 21%. Ensuite, l'aspect pédagogique et l'aspect académique également, le niveau académique évidemment. Voilà. Ensuite, on a également la qualification des enseignants qui reste prominent, la qualité des installations qui ressort aussi, l'intégration locale. Mais voilà, donc le top 3, c'est vraiment l'approche internationale qui est fondamentale, la pédagogie et le niveau académique. Ça qui revient pour le choix de l'établissement, quel que soit le système choisi. Voilà, donc... Oui, donc on voit, ça c'est le choix de l'établissement, enfin les raisons, mais après il y a toute la méthodologie pour les parents, et il y a quand même un truc impressionnant, et ça c'est vraiment spécifique aux expats par rapport aux autres, c'est qu'on se décide hyper rapidement et sommairement sur le choix de l'école. Oui, exactement. Donc, comme vous le voyez également sur ce graphique, le temps consacré à la recherche, vous voyez que quand même, entre le moins d'un mois et 1 à 3 mois, représente les 3 quarts du panel qui ont répondu. Donc, je veux dire, c'est quand même assez impressionnant et assez typique du milieu expatrié. Voilà. Bravo, parents expats, pour votre agilité, voilà. Qui n'est pas du tout le cas des parents sédentaires qui choisissent l'école internationale. Eux, c'est le fruit d'une longue réflexion. D'une longue réflexion, exactement. Et bon, après, ça varie toujours un peu selon le statut de l'expatrié. Si on prend dans notre panel les différents personnages, si on prend le conjoint accompagnateur, il va mettre un peu plus longtemps que le salarié détaché. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment la tendance. Et quant aux ressources utilisées justement pour trouver cet établissement, voilà, on vous a mis le top 3. Donc, en grande majorité, c'est vraiment la recherche Internet. Voilà, c'est vraiment ce qui ressort. Ensuite, les recommandations, qu'elles soient familiales, amicales ou des réseaux d'expatriés, et les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est vraiment les 3 grandes tendances, avec vraiment la recherche Internet qui domine. Donc en plus, qui correspond à ce recherche de 1 à 3 mois. Voilà. Internet, ça va vite. Voilà, bon, grande compassion pour les parents expats. Là, on touche du doigt leur parcours du combattant. Je voudrais qu'on fasse un focus terrain, parce qu'il y a le choix, on a dit, du système, de l'établissement. Dans l'établissement, il peut y avoir plusieurs systèmes, et j'aimerais qu'on fasse un petit point culture générale expat, enfin, culture générale, système international indispensable. Martha, est-ce que vous pourriez nous rappeler les différences entre l'IB, le BFI et le bac français ou le bac national en fait? Absolument, et surtout qu'on a les 3 chez nous et on en parle tous les jours. Quel système est-ce qui est le mieux pour mon enfant? Donc bien sûr, il y a le système français, le baccalauréat français que vous connaissez, on m'a dit, en tant que parcours traditionnel. Le BFI, en gros, suit le même parcours que le baccalauréat français. Avec un component beaucoup plus important sur la langue. Donc, BFI, c'est bac français international. Donc, le format est plutôt comme le bac français. Et disons que les élèves peuvent prendre un certain nombre de matières entièrement chez nous en anglais. Ça fait qu'à la fin de ce parcours, qui est bien sûr très rigoureux, comme le bac français, non seulement ils ont atteint ce niveau assez élevé, mais ils auront fait un certain nombre de matières, que ce soit l'histoire, la philosophie, donc vraiment des matières clés en anglais.
Et bien sûr, on va voir ça tout à l'heure, c'est comment après ça va influencer aussi en fait les options après l'école des universités, etc. Et donc voilà, ça donne l'avantage du système français avec un côté un peu plus international et surtout sur la langue. Alors après, il y a aussi le système IB, donc ça c'est le International Baccalaureate. Chez nous, c'est fait en anglais. D'habitude, c'est le cas. C'est aussi possible dans d'autres langues. La philosophie est un peu différente, on va dire. Les programmes sont construits de manière un peu différente que le bac français. Et c'est vraiment une philosophie assez holistique, avec l'élève au centre de son apprentissage. Le résultat final, c'est on va dire, un diplôme également rigoureux que les autres bacs. Effectivement, qui permet accès en fait, à toutes les meilleures universités, avec un élément assez grand de choix sur les matières et de profondeur sur chaque matière. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi avoir des options en français dans ce diplôme de IB. Donc un élève potentiellement peut faire français en première langue tout en faisant le diplôme total en anglais. Et pour nos familles qui ont différentes combinaisons de langues à la maison, ça peut être aussi très intéressant. Merci beaucoup. On comprend bien que ce sont des philosophies différentes. C'est ça qui est différent. Le BFI ou l'IB. Lequel est le plus courant? Le BFI, en fait, ça concerne assez peu d'établissements à l'étranger. À l'étranger, je pense oui. En fait, chez nous, c'est assez populaire, étant donné qu'on a une communauté assez internationale. Mais effectivement, le choix entre le bac français et le BFI se fait vraiment à l'interne de nos établissements, on va dire, français. Donc le choix tend à être entre système français, système IB, parce que c'est un peu là où il y a la différence de philosophie. Et si le choix tend vers le système français, c'est là où un élève peut-être qui est déjà assez bien en anglais ou qui a des ambitions d'étudier en anglais après l'école, donc il va être guidé vers le BFI. La chose que les deux systèmes, le BFI et le IB, ils partagent, c'est qu'on fait c'est la poursuite d'études. Le BFI et le IB, ça donne une opportunité aux étudiants d'aller n'importe où dans le monde. Bien sûr, s'ils suivent que, je dis que, c'est un système très fort, mais s'ils font que le bac normal, le bac français, normalement, enfin, effectivement, c'est limité les pays les francophones, les pays francophones. Mais avec le BFI, c'est très bien reconnu partout dans le monde, pas juste en France. Et de plus en plus. De plus en plus. Et déjà, la IB, c'est le plus reconnu partout dans le monde. Ouais. Ok. Donc là, on a vu ce que cherchaient les parents, aussi bien dans le système que dans l'école. Albine, j'aimerais que tu nous dises ce qu'ils trouvent, est-ce qu'ils sont satisfaits? Est-ce qu'il y a des grandes disparités entre systèmes? Eh bien, écoutez, comme vous le voyez sur ce graphique, une fois de plus, l'enquête nous met en avant une satisfaction plutôt élevée pour les différents systèmes, avec 3,1 en moyenne, donc entre le système français, système local et système international, des toutes petites différences, mais voilà, les trois se tiennent, donc oui, plutôt une satisfaction importante. Et du coup, on vous a fait un petit zoom aussi de la satisfaction globale, donc par région du monde. Voilà, donc vous voyez, l'Amérique du Nord semble plutôt satisfait avec 3,3 sur 4, ainsi que l'Amérique du Sud, la France 3,2, l'Asie 3,1, l'Europe également, et un score un petit peu plus bas pour l'Afrique avec 2,9. Mais bon, voilà, donc quand même une satisfaction plutôt élevée. Et un décrochage en Afrique qui correspond à des retours qu'on a souvent venant des expatriés du réseau Expat Communication. Ça, c'est sur la satisfaction globale. Et qu'en est-il aussi du bien-être de l'enfant ? Alors écoutez, l'enfant s'adapte plutôt bien, voilà, comme on le voit. 57% des parents estiment que leurs enfants s'adaptent plutôt bien à leur environnement scolaire.
Voilà, donc 57% auxquels on rajoute bien évidemment les 32% qui sont juste en dessous. Donc voilà, dans la globalité, une adaptation plutôt importante. Ensuite, on a regardé au niveau du besoin de soutien pour son adaptation. Voilà, savoir si ces enfants, malgré le fait qu'ils se soient bien adaptés, ont eu besoin de soutien. Et on voit quand même qu'en grande majorité, ils n'ont pas eu besoin de soutien, à 79%. Mais les 21% qui ont eu un besoin de soutien, on a regardé un petit peu plus, on a creusé justement savoir quel type de soutien ils ont eu. Et on voit étonnamment qu'à 32%, c'est le soutien psychologique. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'avait pas remarqué jusqu'ici. Mais voilà, le soutien psychologique est prédominant ici. Ensuite, les cours de langue supplémentaires et les cours de remise à niveau. Voilà, donc c'est vraiment les trois types de soutien qui ont été mis en place. Mais le soutien psychologique est vraiment important ici, donc on pensait que c'était important de le souligner. Très bien, mais globalement, parents expatriés qui nous regardaient, vous voyez qu'avec 88% d'enfants qui s'adaptent très bien ou bien, globalement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Même si il faut parfois apporter un peu de soutien, mais les résultats sont quand même globalement très positifs. Avant d'aller plus loin dans l'analyse des enfants, j'aimerais qu'on fasse un petit zoom sur les parents pour se dire comment est-ce qu'ils s'intègrent et peut-être donner la parole à Martha pour dire l'école, et ça vous nous le dites, hein, il y a des verbatims très jolis qui disent en expat, l'école c'est pas seulement pour les enfants, c'est aussi un vecteur important d'intégration pour les parents. Comment est-ce que vous le vivez à l'Ermitage? Oui, merci Alix. En fait, c'est vrai que ça fait vraiment partie de la culture de nos familles expats. On dit toujours qu'avec le changement d'un pays à l'autre, la première chose pour la famille, c'est que l'enfant se retrouve. Après, tout le monde peut respirer. Mais c'est aussi vrai que nous, on se rend compte qu'on a quelque part un engagement envers la famille aussi. Il y a des parents qui viennent d'arriver, qui sont encore en train peut-être d'organiser le logement, de trouver des réseaux sociaux, de vraiment de s'intégrer. Ils ont eu des expériences à l'étranger et ils ont vraiment besoin d'une connexion. Et donc, dans la manière dont on fait nos admissions, on fait l'accompagnement de l'enfant, on va dire que c'est aussi un accompagnement de la famille. On les met en contact avec des associations locaux qui peuvent les guider par rapport peut-être au logement. On a déjà un esprit assez porte ouverte dans le sens que on a des événements, des ateliers pour les parents pour qu'ils comprennent la communauté, comment nos systèmes marchent. Donc déjà, ça fait qu'ils ont des opportunités pour s'intégrer. On va jusqu'à faire des événements sociaux. En début d'année, on a fait ça cette année aussi, le café avec les parents. Et on prend le temps de présenter les nouveaux parents aux anciens. Et donc, il a presque un système automatique de soutien. Et donc, on va dire, ça va vraiment avec la philosophie de comment on pense de manière holistique à l'enfant, de penser quelque part aussi à la famille, aux parents. Il a après des opportunités pour qu'ils puissent aussi contribuer à l'école. Mais au départ, c'est vraiment juste de les aider à s'établir, surtout à Maison Lafitte, étant un village, on va dire, à côté de Paris. Il a vraiment un esprit de communauté et ça fait que les parents, effectivement, se retrouvent très bien dans cette communauté. Merci Martha. Et ça, le terme que vous avez employé de contribution, c'est justement une des différences entre la scolarité à la française et celle qu'on va trouver à l'étranger ou dans la plupart des écoles internationales. Les parents contribuent davantage à la vie de l'école, ils reçoivent des choses, mais notamment en contribuant. Et ça, Albine, qu'est-ce que le baromètre, est-ce que le baromètre confirme cette intuition qu'on s'engage davantage dans l'école des enfants quand on est à l'étranger plutôt qu'en France? Oui, exactement. Et comme on peut l'illustrer par ces quelques graphiques à l'écran, on a mesuré le niveau d'engagement des parents
en fonction du système choisi. Et donc là, vous pouvez voir entre le système français en France, le système international, les systèmes internationaux, les systèmes français hors France et les systèmes locaux, la disparité entre les parents plus ou moins engagés. Vous voyez que dans le système français en France, ils sont moins engagés. À 37%, alors que dans le système international, on voit que ils sont plus engagés et même taux d'engagement. Et que dans les systèmes français hors France, ils sont bien plus engagés. Et donc on voit vraiment la différence. Et ça, c'est une des grandes découvertes de la vie à l'étranger, et je dirais une découverte souvent très positive pour les parents. Et on ne va pas rentrer dans les raisons qui expliquent tout ça. Et ce score impressionnant, parce que si on additionne très engagés et beaucoup plus engagés et juste plus engagés pour l'école, le système local, on a atteint presque 50% de parents plus engagés. Ça dit en fait en creux quelque chose du système français, qui est une école qui exclut beaucoup plus les parents que d'autres systèmes. Après ce petit zoom sur les parents, on revient aux enfants, en tout cas ce qu'en disent les parents, parce qu'on n'a pas interrogé les enfants. Albine, quelles sont les principales difficultés que rencontrent les enfants? On a vu qu'ils s'intégraient bien. Oui. Néanmoins, il y a des choses qui sont difficiles, notamment avec le programme scolaire. Oui, exactement. On a fait un petit zoom justement sur les problèmes rencontrés avec le programme scolaire. Donc voilà, on a interrogé notre panel et donc au niveau global, donc tout système confondu, voilà ce qu'il en ressort, les types de problèmes rencontrés. Donc tout d'abord la surcharge de travail, le manque de rigueur et le manque de soutien. Vraiment, c'est les trois premiers. Ensuite, on a bien sûr l'emploi du temps trop chargé qui regroupe qui se connecte un peu à la surcharge de travail, les difficultés de passer d'un système scolaire à un autre, l'incompréhension, mais vraiment les trois premiers, c'est la surcharge de travail, le manque de rigueur et le manque de soutien. Après, il faut noter que ces données sont pour le panel global, mais si on regarde plus spécifiquement pour les différents systèmes, il y a quand même des variations. Je vais vous en donner qu'une qui va peut-être pas vous surprendre, mais pour le système français, la surcharge de travail est plus importante que dans les autres systèmes locaux ou internationaux. Et on voit bien ce curseur tellement difficile entre surcharge de travail et manque de rigueur. Je pense que tous les enseignants qui nous écoutent le sauront et le confirmeront. C'est vraiment une ligne de crête entre, si jamais il n'y a pas assez de travail, les parents qui disent « mais attendez, là, c'est pas assez rigoureux », et puis dès qu'on passe cette crête, on tombe de l'autre inverse. Et puis surtout, on peut avoir dans une même classe des parents qui trouvent que la quantité de travail est beaucoup trop importante et d'autres qui trouvent qu'elle n'est pas suffisante. Albine, est-ce que tu saurais nous dire aussi quelques mots sur, on n'a pas mis les données là à l'écran, mais sur le harcèlement, qui est un sujet qui est de moins en moins tabou quand même pour les parents. Oui, tout à fait. On a donc interrogé les parents sur le harcèlement et on a eu quand même des données, je les ai pas avec moi, mais voilà, l'harcèlement scolaire aujourd'hui est quand même, je sais plus, mais il est quand même assez important. Je crois que 19% des parents interrogés disent que leurs enfants ont eu un harcèlement scolaire, principalement verbal, donc un petit peu physique, mais principalement verbal. Voilà. Et ça, quel que soit les systèmes scolaires. En fait. Voilà, c'est tout système confondu. On retrouve les mêmes données dans les systèmes internationaux, le système français ou le système local. C'est vraiment les mêmes résultats, enfin les mêmes données pour chaque système. Et ça se retrouve aussi au niveau régional, dans toutes les régions du monde, c'est à peu près la même chose. Il y a toujours un petit peu de différence, mais voilà, c'est vraiment une tendance qu'on voit apparaître. Et avec des niveaux de prise en charge, pour le coup, très différents selon les établissements, presque plus que selon les systèmes. C'est vraiment quelque chose de très individuel dans le traitement qui est fait encore, même si les choses, la plupart des écoles s'équipent.
Par rapport à ces sujets de surcharge de travail, de manque de rigueur, cet équilibre tellement difficile, comment est-ce que vous gérez les choses à l'Ermitage, vous qui avez justement les différents systèmes ? Oui, ben effectivement, en fait, comme vous l'avez dit, Alix, c'est un peu ça la difficulté, les différentes attentes, aussi les différents besoins des enfants. Alors, ce que je peux dire dans le système IB, effectivement, les demandes du programme sont assez chargées, c'est assez rigoureux. Mais en même temps, l'équilibre vient un peu du fait que il y a un certain choix et dans les matières et même dans la manière d'apprendre. Parce que en fait, la particularité de ce système, c'est que l'enfant est au centre de son apprentissage. Et donc, l'élément choix est très important. Et on voit effectivement quand un enfant peut choisir comment il va étudier, ça va sembler beaucoup moins que si c'est imposé sur lui. Et ça, on l'entend souvent. En fait, ce qui est bien chez nous, c'est que les élèves de l'IB School sont amis, ils connaissent très bien les enfants du collège, du reste de l'école. Ils font entre eux des comparaisons. Et tout en étant deux systèmes très rigoureux, ils ressentent qu'effectivement, dans le système IB, on arrive mieux, quelque part, à équilibrer cette charge. Et peut-être aussi le côté holistique du programme qui fait qu'on s'intéresse au bien-être de l'enfant, on parle activement de compétences, des émotions, des rapports, fait qu'il y a peut-être à des fois, encore une fois, c'est cet équilibre qui enlève une pression seulement académique. Même si, bien sûr, à la fin, le programme va aller vers des résultats académiques qui vont faire le succès du diplôme. Je profite de votre présence, Martha. Une question qu'on n'a pas encore vraiment creusée avec le baromètre, mais vous avez peut-être une réponse terrain. On a vu que les attentes des parents variaient. Quid de leur motif de plainte ? Est-ce que les parents français ou les parents américains, par exemple, vous avez dans l'école, est-ce qu'il y en a qui sont plus exigeants ? Vous avez remarqué des différences selon les nationalités ? Ou c'est pas les mêmes sujets, je dois aller très tranquillement. En fait, d'abord, ce que je vais dire, c'est qu'on n'a pas des nationalités majorité. Et ce qu'on trouve qu'on a beaucoup avec nos élèves, en fait, ce qui fait la beauté du programme en fait, de notre école, effectivement, c'est que on ne peut même pas dire « Ah, voilà la famille française, voilà la famille américaine ». Parce qu'en fait, dans la famille moyenne, c'est un parent français, un parent américain. Et donc, non seulement on est en train de gérer effectivement des attentes qui peuvent être différentes, où les Français peuvent être plus attachés au programme, au progrès, au comment les élèves font, par exemple, dans les examens, quelle est la moyenne, où est-ce qu'ils sont classés dans leur classe, ce qu'on ne fait pas dans le système IB, pas de cette manière. Mais en même temps, au sein de la même famille, l'autre parent américain peut-être est en train de penser beaucoup plus au bien-être. Et donc, je dirais, c'est un peu notre spécialité de naviguer ces deux attentes et de les comprendre, mais à la base de retourner vers mais qu'est-ce qui est mieux pour votre enfant. Et donc, voilà, c'est une question intéressante. Je n'aurais pas la réponse. Voilà. Non. Et pour ajouter juste en termes de culture, il y a... C'est pas vraiment question de si les parents sont plus exigeants, c'est le mot je pense. Mais en termes de culture, j'ai vu qu'en fait les écoles françaises, les parents culturellement sont moins impliqués dans l'école, engagés dans l'école. Et enfin, mais s'il vient d'Angleterre, américaine, c'est normal qui vient au Carole pour parler avec les profs, les chefs. Oui, alors je pense que les profs français qui nous écoutent doivent rire en nous écoutant. Parce que voilà, à mots couverts, on évoque beaucoup de choses pour eux. Je reviens enfin, on continue dans la progression de l'enfant et on va parler orientation, qui on l'a vu vraiment une des raisons pour lesquelles les parents choisissent tel ou tel système et voire tel ou tel établissement aussi. Est-ce que les parents se sentent à l'aise et en sécurité surtout pour l'orientation de leurs enfants dans ces systèmes internationaux? Est-ce qu'il y a des différences selon les systèmes? Voilà, donc on s'est interrogé, oui, justement sur cette question et sur la préoccupation que peuvent avoir les parents quant à l'orientation scolaire de leurs enfants. Donc on a un panel qui a répondu à 61% non et à 39% oui.
si on regarde plutôt par système, on voit que dans le système français, il semble plus préoccupé à 42% que dans le système international où ils ont répondu non à 67%, donc sûrement lié à une gestion différente de l'orientation des enfants dans les établissements. Voilà, dans le système local est un peu similaire au système international, donc une petite différence pour le système français. Et voilà, deux autres questions auxquelles ils ont répondu. Est-ce que j'aimerais que mon enfant puisse avoir le choix des meilleures options ? C'est vraiment ce qui est ressorti à 21%, c'est ce que les parents ont évoqué. Et à 20%, c'est qu'ils soient préparés aux études supérieures. Donc c'est vraiment les deux préoccupations principales des parents quant à l'orientation de leurs enfants. Merci. Et j'imagine la complexité dans une école internationale des questions d'orientation, parce qu'il y a vis-à-vis de la France, mais aussi vis-à-vis du pays d'accueil, et souvent d'ailleurs du reste du monde. Comment est-ce que vous gérez ça à l'Ermitage ? Alors, ce que je vais dire, c'est que c'est vraiment fait de manière personnalisée, exactement pour cette raison. On a une équipe qu'on appelle Future Pathways. Le nom est bien choisi parce que non seulement ça pense à l'université, mais aux études supérieures plus généralement et à l'avenir, on va dire, le chemin de chaque enfant. Et donc, c'est vraiment fait en partenariat et avec l'élève et le parent et avec notre équipe qui après parle avec l'équipe pédagogique. Et donc, on a des réunions particulières avec les élèves. On construit vraiment leur profil. On les aide à construire quelque part un CV qui va être attractif aux universités. Et après, il y a le côté où on peut les diriger dans différentes matières, dans différentes parties du monde. Il y aura une famille qui tient spécialement à ce que l'enfant va aller à l'université aux États-Unis ou qui reste en Europe, etc. Et après, il y a justement la constitution des dossiers. On fait des pratiques pour les entretiens. C'est là où il y a la contribution de nos parents. Parce qu'on a effectivement des parents qui sont spécialisés dans tout secteur du monde. Et donc, on les invite à passer des entretiens avec nos élèves qui doivent s'habiller comme s'ils allaient pour un vrai entretien et qui leur donnent du feedback. Et effectivement, en fait, cette préparation les aide vraiment à tout ce qui les attend. Donc, c'est un vrai travail personnalisé et qui a des bons résultats. Et souvent, c'est ce qu'on entend sont des raisons pour choisir ce genre de système. Merci beaucoup. Et voilà, un sujet forcément qui donne envie d'être creusé. Mais on va devoir continuer. Et je ne l'ai pas fait jusqu'ici, mais j'en profite pour vous rappeler que Expat Communication a édité un guide de la scolarité internationale en France, dans lequel évidemment on retrouve l'Ermitage, et qui détaille bien tous ces choix possibles des parents, que ce soit des parents internationaux en France ou des parents français qui reviennent en France. Dernier sujet avant de venir à vos questions, le financement, parce que qui dit école internationale souvent dit coût. Parfois bourse, parfois participation des entreprises. Albine, qu'est-ce que le baromètre a recueilli comme information sur ce sujet ? Eh bien, comme vous le voyez sur ces graphiques, on a donc interrogé le panel, ces familles, sur la question de qui finance les frais de scolarité. Et comme vous le voyez, en grande majorité, elles disent de financer ces frais eux-mêmes à 67%. Il y a une petite partie quand même qui dit être financée par l'employeur, donc surtout pour les expatriés, les salariés détachés. En partie par l'employeur aussi, et bien sûr on tient compte de ces systèmes où la scolarité est gratuite, qu'elle soit dans certains pays au niveau de l'éducation locale.
Voilà. Et là, je vous ai mis aussi un petit graphique sur l'information sur les bourses disponibles, parce qu'on s'est rendu compte que les parents n'étaient pas forcément bien informés sur les bourses. Ils pensaient, beaucoup pensent qu'ils ne sont pas éligibles ou ne sont pas, se sentent pas concernés. Mais là, on vous a mis un petit graphique sur les différents systèmes et sur justement l'information sur les bourses. Donc vous voyez qu'entre le système français, le système international et local, il y a une grande disparité. Les Français sont plus informés puisqu'il y a plus de bourses disponibles dans le système français que dans les systèmes internationaux ou locaux. Très bien, ça c'est une information importante pour le système français. Merci Albine pour ces chiffres. Gilles, côté Hermitage, donc on est dans les systèmes internationaux, donc là c'est pas les bourses qui vont nous intéresser, c'est le financement. Quels sont vos rapports avec les entreprises ? Nous travaillons beaucoup avec les entreprises, les grandes entreprises françaises et les grandes entreprises internationales, et les petites entreprises aussi. Nous travaillons avec les départements d'RH, les départements de relocation, et on travaille aussi avec les agents de relocation qui sont indépendants de les entreprises. Et il y a un pourcentage, c'est le minoritaire, mais il y a peut-être entre 10 et 15% de nos élèves qui viennent grâce de partenariat que nous avons avec les entreprises ou les agents. Et c'est vraiment un partenariat. Nous avons le même agent qui... pour les agents, il faut qu'ils restent neutres. Nous avons les agents ou les entreprises, les contacts avec les entreprises qui travaillent avec plusieurs écoles. Enfin, je dis c'est les concurrences d'Hermitage, mais on est très content que les départements de relocation, les départements d'RH, ils sont neutres, ils travaillent avec la famille, ils travaillent avec l'école pour trouver les meilleures solutions pour les enfants. Peut-être c'est pas Hermitage, c'est une autre école à Paris ou en Bruxelles ou en Aix-en-Provence. Et la chose importante que les gens qui travaillent dans les entreprises, la chose qui est très importante, qu'ils nous comprennent. Ils comprennent les écoles qu'ils travaillent avec. Nous accueillent souvent les départements, les gens qui travaillent dans les entreprises pour nous visiter. On essaie de garder contact avec eux. Si nous avons des développements, on change quelque chose. Comme ça, ils sont vraiment mis à jour de nos écoles. Et ils peuvent conseiller les familles le meilleur possible. Mais c'est toujours une question de choix. Qu'est-ce que c'est le meilleur choix pour les enfants ? Et ça, c'est vraiment une distinction entre les expatriés internationaux en France et les Français à l'international. On l'a vu dans les chiffres de l'enquête. Les Français sollicitent très peu les agences de relocation pour les questions d'éducation, ce qui est moins à la fin, et ce n'est pas du tout le même comportement de la part des expatriés internationaux qui arrivent en France, qui sont beaucoup plus influencés par les entreprises et les agences. Est-ce que ça, question vraiment ouverte, est-ce que ça peut exister, parce qu'on associe toujours aide financière pour l'école aux expatriés, est-ce qu'il peut exister que des personnes en contrat local arrivent à négocier avec leur entreprise une prise en charge de l'école internationale ? Oui, ça existe. Bien sûr, à Hermitage, nous avons plusieurs écoles en France maintenant, et alors ils sont dans des liens très différents. Et on voit avec, je ne veux pas dire les entreprises exactes, mais enfin les entreprises, par exemple, qui fabriquent les avions, par exemple, il veut bien sûr attracter les gens internationaux, venir en France travailler pour eux, mais en même temps, il veut attracter les Français pour venir travailler chez eux. Et l'éducation, ça peut former une partie de la package. D'accord. Alors nous avons les parents les enfants, une partie de les frais de scolarité sont payés par leur entreprise et ils sont français avec une entreprise française. Voilà, donc si vous fabriquez des avions, ça peut être une information intéressante, mais peut-être aussi, certainement, dans d'autres métiers. Et il y a plusieurs entreprises en France qui fabriquent les avions. Non, mais
Super. Je consulte mon téléphone parce que c'est là que j'ai vos questions et j'ai une question notamment de quelqu'un qui nous écoute et qui a une question, je pense que c'est une question pour Martha. Le système IB anglais, donc le A-Level, suivi en France par des élèves français, est-il pénalisant pour continuer ses études en France ? Surtout si on a une vision très précise de ce qu'on veut faire. Alors là, même on est très précis dans la question, c'est pour des enfants qui ont réduit à 4 matières le A-Level en grade 3, 12 et 13. Ah, alors là, ce que j'ai clarifié, c'est qu'en fait, le A-Level n'est pas l'IB. Souvent, ça m'arrive très souvent, on me dit « Ah, ben vous êtes anglaise, il y a des professeurs anglais chez vous, le IB donc doit être anglais. » Et en fait, l'IB, c'est un système international. Et le système anglais, c'est le système de A-Levels et GCSEs. Donc, en fait, c'est deux systèmes différents. Effectivement, nous, en fait, à l'Ermitage Paris, on fait la IB. Il y a d'autres écoles qui vont suivre le système anglais. Et après, en fait, d'habitude, faire le système anglais, le A-Levels, va conduire à aller à l'université en Angleterre. Honnêtement, je vais pas trop m'engager à comment ça va être reçu en France, mais la route, on va dire, plus traditionnelle, c'est système anglais, université en Angleterre. Et justement, il y a des systèmes qui sont plus internationaux, qui ouvrent des opportunités partout. Et en fait, je vais en profiter pour le dire que souvent la question qu'on a, c'est du fait que, OK, on va faire le IB, on va faire un diplôme, ça sera en anglais. Est-ce qu'après, ça va être reconnu en France? Parce que bien sûr, les États-Unis, Angleterre, absolument. Et effectivement, avant, il y avait un peu d'hésitation sur cela. C'était pas forcément connu ou reconnu partout. Et là, ce qu'on est en train de voir, de plus en plus de nos élèves choisissent de rester en France. On a de plus en plus de familles françaises aussi qui optent pour ce système. Et effectivement, on a des très bons résultats et des très bons partenariats avec des grandes écoles en France, avec les SEC Business School, avec les Sciences Po, etc. Et tout ça, c'est possible avec le système IB ou le système français. Et ça, c'est assez intéressant. En fait, dans les conseils qu'on peut donner aux élèves dans nos systèmes. Merci beaucoup, Martha. Merci à tous. Je pense que c'est hyper précieux, ces quelques retours qu'on a sur l'éducation internationale en France et dans le monde. On voit bien que cette enquête ne demande qu'à s'étendre et qu'il y a une quantité de croisements qui pourront être faits dans tous les sens. On l'a dit tout à l'heure, aller plus loin aussi sur la notion de continuité de parcours. Certainement faire des classements. Là, on a fait des classements soit en fonction des pays, soit en fonction des statuts, des personas, mais des genres aussi. Ça, on n'a pas le temps de le développer, mais il y a des trucs très rigolos parce que les pères et les mères ne doivent pas avoir les mêmes enfants. Ils n'en racontent pas du tout la même chose. L'année prochaine, il faudra qu'on creuse aussi en fonction du niveau scolaire. Parce que les réponses, notamment sur le harcèlement, sur le bien-être, sur la charge de travail, sont pas du tout les mêmes en fonction de l'âge des enfants, bien sûr. Donc ce sera intéressant à creuser plus tard. Pour l'instant, il me reste à vous remercier encore beaucoup, à rappeler à tous ceux qui nous écoutent que les résultats écrits seront en ligne à partir de demain sur le site d'Expat Communication avec des jolies infographies sur ce sujet. Et qu'on va lancer pour le mois de mai une nouvelle enquête dont le sujet Albine. La santé en expatriation. En partenariat cette fois-ci avec la Caisse des Français de l'étranger et le groupe April International. Donc voilà, autre univers et autre cible. On ne s'adressera plus aux parents, on s'adressera à tous ceux qui habitent à l'étranger ou qui sont des étrangers en France. Voilà. Un grand merci à tous pour votre écoute. Et puis encore, le mot de la fin, un grand merci à tous les presque 2000 parents qui ont pris le temps de répondre à cette question. Et je vous renouvelle notre engagement de faire fructifier vos réponses pour en tirer le plus possible pour améliorer la scolarité et l'offre scolaire pour vos enfants. À bientôt.